Je me tenais là, dans ce salon platine, le cœur étrangement calme au milieu du tourbillon qui dévastait Julien. La pièce exhalait le parfum du cuir cher et du bois précieux, insonorisé pour masquer le brouhaha de la fête qui continuait, indifférente, derrière les murs épais. Ce lieu conçu pour que les maîtres du monde se partagent le gâteau planétaire était désormais le tombeau de son empire. Mon père, Pierre, se tenait à mes côtés, immobile, son regard perçant rivé sur Julien, assis, ou plutôt affalé, sa chemise de soie collée à sa peau moite. Il essayait de se redresser, de paraître serein, comme s'il jouait encore à être le magnat qu'il pensait être. Pitoyable. Je ne sais plus exactement combien de temps nous avions été là. Les minutes s'étiraient, lourdes, saturées de la tension de cette révélation. Il nous avait fallu ce décor, ce huis clos, pour que la vérité frappe Julien de plein fouet, sans le public de la soirée pour adoucir le coup. Je l'ai vu chercher dans mes yeux une once de l'ancienne Sophie, celle qu'il aimait inconditionnellement, celle qui le laisserait s'en tirer avec un simple pardon. Mais cette Sophie-là n'était plus. Elle s'était évanouie quelque part, entre un mensonge éhonté et une paire de boucles d'oreilles volées. C'était il y a quelques heures à peine, et pourtant, ça me semblait être une autre vie, une autre femme. La voix de Julien m'avait tranché comme une lame dans l'appartement penthouse que nous partagions. « Tu es toujours assise là ?» avait-il lancé, son ton cinglant traversant le silence suffocant de notre chambre. Ce n'était pas un silence paisible, non. C'était le genre de calme lourd qui précède un orage. La pression barométrique qui écrase l'air avant que tout n'explose. J'étais devant ma coiffeuse, mes doigts effleurant le grain du chêne ancien, mais mes yeux étaient rivés sur une petite photo, glissée dans le coin du miroir. Nous deux, il y a 7 ans, mangeant des pizzas à même le sol d'un studio minuscule en banlieue de Lyon, il m'avait regardé avec une faim insatiable à l'époque, une faim pour moi, pas pour l'argent, pas pour le pouvoir. Mon Dieu, je ne me souviens même plus exactement de l'année où il m'a fait cette promesse. Était-ce 2015 ou 2016? Ça se mélange. Ça me semblait si lointain, si naïf. Avait-il jamais existé, ce Julien-là? Ou l'avais-je inventé? Il est sorti du dressing, ajustant les poignettes de son smoking sur mesure, couleur bronze impeccable. À 38 ans, Julien était un spécimen de réussite moderne. Beau, oui, mais d'une beauté prédatrice, avec ses yeux qui cherchaient toujours la prochaine proie, le prochain avantage. Il n'a pas posé les yeux sur moi. Il a regardé sa montre. « Je t'ai posé une question, Sophie, » a-t-il claqué, vérifiant son reflet dans le miroir du sol au plafond. « La voiture sera là dans 20 minutes. Je pensais que tu aurais la décence d'être ailleurs. » J'ai tourné la tête lentement. J'étais vêtu d'une simple robe de soie, mes cheveux détachés. Ailleurs, Julien, c'est le gala métropolitain. J'y assiste chaque année depuis que nous avons fondé l'entreprise. C'est là qu'il a finalement daigné me regarder, et son expression était celle d'une pitié épuisée, le genre que l'on jette à un vieux chien qui ne peut plus chasser. J'ai senti une pointe, pas de douleur aiguë, plutôt une piqûre familière et lancinante. Une piqûre que je connaissais trop bien ces dernières années. « Nous n'avons pas fondé l'entreprise, » a-t-il corrigé, sa voix dégoulinante de condescendance. « J'ai bâti Callaway Tech. Toi, tu faisais le café et tu organisais les dossiers au début. Il y a une distinction. » Il s'est approché, me dominant de sa stature pendant que j'étais assise. Et franchement, ce soir, c'est l'avenir. C'est la fusion avec Apex. Je dois projeter de la vitalité, du pouvoir, de l'avant-garde, sans vouloir t'offenser, Vicky, ce surnom qu'il n'utilisait que pour me rabaisser. Mais toi, tu projettes la domesticité. Il a tendu la main et m'a tapoté la joue. Ce geste si vide d'affection m'a frappé comme une gifle. Mon sang s'est glacé, mais je n'ai rien laissé transparaître. Pas un frisson, pas un battement de paupières. Il ne méritait pas mes larmes. J'ai pris des dispositions pour que tu ailles dans notre maison de Saint-Tropez ce week-end, a-t-il poursuivi,
se retournant vers ses boutons de manchette. Le chauffeur est en bas. Fais une petite valise. Ça te fera du bien. De l'air frais. Je n'ai pas tressailli. Je ne savais pas ce qui m'animait, cette froideur nouvelle ou la force d'une douleur trop ancienne. Tu l'emmènes, n'est-ce pas? Julien s'est figé une fraction de seconde, puis a repris ses mouvements. Il n'a pas insulté mon intelligence en feignant de ne pas savoir de qui je parlais. Marie Dubois, la consultante en stratégie de marque de 24 ans, qu'il avait embauchée 6 mois auparavant, la femme qui portait maintenant les boucles d'oreilles en diamant que j'avais remarqué manquant dans le coffre la semaine dernière. Ça m'avait arraché un soupir ce jour-là, un mélange d'exaspération et de lassitude. Je m'étais dit que c'était encore une de ces conquêtes, une passade sans importance, mais les boucles d'oreilles, c'était la goutte d'eau. Marie est le visage de notre nouvelle campagne marketing, a dit Julien avec aplomb. C'est bon pour les affaires qu'elle soit dans mon bras. Elle parle le langage des investisseurs que j'essaie de séduire. Elle est vibrante. Et moi, je suis quoi? Périmé? J'ai demandé, ma voix dangereusement calme. Tu es confortable, Sophie. Tu es en sécurité. Mais tu n'as pas ta place dans le bassin aux requins. Ce soir, je rencontre le président d'Apex Global. Personne ne l'a jamais vu en personne. C'est un fantôme. Mais si je signe cet accord, Callaway Tech devient mondial. Je deviens milliardaire, pas seulement millionnaire. Je ne peux pas risquer ça en te laissant là à poser des questions sur les enfants des gens ou à discuter de collectes de fonds caritatifs. Il a attrapé son téléphone sur la commode. Va à Saint-Tropez, ne m'attends pas. Et pour l'amour de Dieu, ne regarde pas les tabloïds demain. Je ne veux pas que tu deviennes émotive pour de simples apparences. Il s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. J'ai bâti cette vie pour nous, Sophie. Le moins que tu puisses faire, c'est de t'effacer un peu pour que je puisse continuer à payer les factures. Et là, il était parti. Je suis restée assise dans le silence pendant une longue minute. Mes tempes pulsaient doucement. C'était une sensation étrange, un mélange de vide et d'une clarté effrayante. Je revoyais toutes ces scènes, tous ces petits signaux que j'avais ignorés, toutes ces justifications que je m'étais murmurées pour ne pas voir la vérité en face. La façon dont il me parlait, comment son regard m'évitait, les soirées où il rentrait tard, le parfum d'autres femmes qui s'accrochaient à ses vestes. J'avais choisi de croire à son rêve, à notre rêve, au détriment du mien. Puis, j'ai attrapé mon téléphone. Je n'ai pas appelé le chauffeur. Je n'ai pas appelé un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans, un numéro qui contournait secrétaire et assistant et sonnait directement sur une ligne privée dans un bureau sécurisé à Genève. « Allô » a répondu une voix rauque et grave à la deuxième sonnerie. « Papa » ai-je dit, ma voix craquant enfin, ne serait-ce qu'une minuscule fissure. « Tori ». Le ton de l'autre bout a instantanément basculé de l'acier professionnel à une chaleur paternelle. « Ça fait trop longtemps, ma chérie. Est-ce que tout va bien? » « Non, ai-je répondu, me levant et marchant vers la fenêtre pour regarder la silhouette de Paris. « Non, rien ne va. Tu avais raison surtout. » Il y a eu une pause sur la ligne. Pierre Mercer, connu dans le monde des affaires comme un liquidateur impitoyable et dans l'élite souterraine comme l'architecte, n'a pas jubilé. Il a simplement attendu. C'est sa force, cette patience. Il emmène une maîtresse au gala ce soir, ai-je chuchoté. Il me rejette, papa. Il m'a dit que je n'avais pas ma place dans son monde. Un rire grave et sombre a résonné à travers le téléphone. C'était un son terrifiant pour quiconque n'était pas sa fille. Son monde. Ce gamin pense qu'il vit dans son monde, c'est adorable. Il pense qu'il rencontre le président d'Apex ce soir, ai-je dit. C'est le cas, a répondu Pierre. Ou plutôt, il rencontre le représentant du président. Moi. J'ai fermé les yeux. Il ne savait pas.
Il pensait toujours que j'étais juste une pauvre fille de province qu'il avait tirée d'un job de serveuse. Il n'avait aucune idée qu'Apex Global n'était qu'une de tes filiales. Je t'avais dit de lui dire, Tori, il y a des années. La frustration dans sa voix était palpable, mais sans jugement. Il me connaissait si bien. Je voulais être aimé pour moi-même, ai-je dit avec ferveur. Pas pour les milliards des Mercer. Je voulais construire quelque chose avec lui. Mais maintenant, je veux tout brûler. Musique à mes oreilles, a dit Pierre. Où es-tu? Je suis au penthouse. Il pense que je vais à Saint-Tropez. Changement de programme, ordonnait Pierre. Va au coffre, pas celui dans le mur, celui sous les lattes du plancher de la chambre d'amis, celui qu'il ne connaît pas. Il y a une boîte là-bas. Mets ce qu'il y a dedans. J'atterris au Bourget dans 30 minutes. J'envoie un hélicoptère pour te récupérer sur le toit. Papa, je ne peux pas juste me présenter comme ça. Je n'ai pas de robe. J'ai l'air fatigué. Une pointe de ma vieille insécurité, que je pensais avoir éradiquée, refaisait surface. Tu es une Mercer, est claqué Pierre, mais avec affection. Tu n'as pas l'air fatigué. Tu as l'air de t'ennuyer avec les paysans. Et pour la robe, mon équipe est déjà en route pour le penthouse avec la collection de minuit. Tu entres dans ce gala ce soir, Sophie. Mais tu n'y entres pas en tant que Madame Julianne Calloway, l'épouse ignorée. J'ai regardé mon reflet à nouveau. Ma posture s'est redressée. La tristesse dans mes yeux s'est transformée en quelque chose de semblable au diamant, froid, tranchant et incassable. Je me suis revu à 18 ans, quand je venais de quitter Genève pour Paris, pleine de rêves d'indépendance, fuyant l'ombre écrasante de mon père, jurant de ne jamais me reposer sur son nom ou sa fortune. Et maintenant, le voilà, mon plus grand soutien et mon plus grand atout. L'ironie était presque douce amère. Comment est-ce que j'entre d'alors? Tu entres en tant que ma fille, l'héritière d'Apex, et ce soir, nous n'assistons pas seulement à une fête, nous allons procéder à une exécution. Le gala de bienfaisance métropolitain était le Super Bowl de l'ascension sociale parisienne. Il se tenait au Grand Musée historique, un lieu de colonnes de marbre et de cordons de velours, où l'air sentait le parfum cher et le désespoir latent. Julianne Calloway est sortie de la limousine étirée, les flashs des appareils photo éclatants comme un orage. Il a boutonné sa veste, affichant un sourire éclatant et rodé. Il se sentait électrisé, il rayonnait. À ses côtés, Marie Dubois s'est glissée hors de la voiture. Elle était indéniablement une arme visuelle. Elle portait une robe à peine légale, une robe cramoisie scintillante qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Elle était tapageuse, agressive et criait « Nouvel argent » à chaque couture. « Julien, Julien, par ici. Qui est cette dame Julien? Où est Sophie? » ont crié les journalistes, tendant leur micro. Julien a marqué une pause, posant une main possessive sur le bas du dos de Marie. Il s'est penché vers les micros. Sophie ne se sent pas très bien ce soir, a menti Julien sans effort, sa voix de baryton douce. Elle a insisté pour que j'assiste afin de représenter l'entreprise et j'ai la chance que Mademoiselle Dubois, notre brillante directrice de la stratégie de marque, ait pris le relais pour que Calloway Tech brille ce soir. Il a regardé Murray et ils ont partagé un regard bien trop intime pour un PDG et une employée. Les paparazzis s'en sont régalés. Le titre était déjà en train de s'écrire dans une centaine d'esprits. Calloway fait sa mise à jour. L'épouse est dehors. La bombe est dedans. Ils ont gravi les marches, Julien saluant la foule. Il a repéré des rivaux et des concurrents, des hommes qu'il avait enviés pendant des années. Ce soir, il se sentait supérieur à eux. Il était sur le point de signer l'accord Apex. Apex Global était un conglomérat qui possédait des lignes maritimes, des mines de terre rares et des réseaux satellites. Une fusion avec eux signifiait que Julien serait intouchable. À l'intérieur de la grande salle, l'atmosphère était lourde de commérage. « Tu as vu qui Julien a ramené ?» a chuchoté une mondaine en Dior vintage, masquant sa bouche avec une coupe de champagne.
C'est l'interne, n'est-ce pas? À peine une interne, et marmonnait son mari. Mais certainement pas Sophie. Cet homme n'a aucune honte. La honte ne paye pas les jets privés, et rit un autre homme. S'il décroche l'accord Apex ce soir, il peut venir avec une chèvre pour cavalière. Personne ne dira un mot. Julien a navigué dans la pièce comme un requin. Il a présenté Marie à des sénateurs et des magnats de la technologie. Elle a bien joué son rôle, riant au bon moment, lui touchant le bras, le regardant avec adoration. Mais chaque conversation que Julien avait était un prélude. Il balayait la pièce du regard pour une seule chose, la délégation Apex. Ses avocats lui avaient dit que le président d'Apex n'assistait jamais à ces événements, mais qu'un représentant senior serait là pour finaliser la poignée de main avant que les avocats ne signent des documents lundi. Julien a appelé une voix, onctueuse de fausse courtoisie. C'était Gavin Reed, un concurrent dans le domaine des logiciels. Choix audacieux de compagne ce soir. Sophie se lasse enfin de ton ego? Julien a agité son scotch. Sophie préfère la vie tranquille, Gavin. Contrairement à nous, elle n'a pas l'estomac pour la cour des grands. Marie, elle, est affamée. Marie a ricané. Je préfère les ambitieux, Gavin. J'entends dire que tu mises tout sur cette fusion avec Apex, a baissé Gavin sa voix. Mouvement risqué. Personne ne sait qui dirige ce fonds. Tu signes un accord avec un fantôme. Je me fiche que ce soit un fantôme tant que le chèque est encaissé, a raillé Julien. D'ailleurs, ils ont besoin de moi. Callaway Tech a les algorithmes d'IA qui leur manquent. C'est moi le prix. Soudain, l'énergie de la pièce a changé. Ce n'était pas un son, c'était une vibration. Le brouhaha, qui était un rugissement sourd, a commencé à baisser de décibels, se propageant de l'entrée de la salle de bal vers l'intérieur. L'orchestre a cessé de jouer en pleine mesure, les têtes se sont tournées. Les énormes doubles portes en haut du grand escalier, habituellement réservées à la royauté ou au chef d'État, s'ouvraient en grand. Julien a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, le président? » « Non, » a chuchoté Gavin, son visage perdant un peu de couleur. « Regarde la sécurité. » 6 hommes en costume noir avec des oreillettes sont entrés les premiers. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel. Ils se déplaçaient avec une précision militaire. Ils se sont déployés, créant un périmètre. Puis un homme est apparu. Il était plus âgé, peut-être fin soixantaine, mais il possédait une vitalité qui le rendait intemporel. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que la plupart des maisons, taillé dans un style intemporel. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière, et ses yeux semblaient pouvoir transpercer l'acier. Il portait une canne, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle ressemblait à un sceptre. La salle a haleté collectivement. « C'est, » a chuchoté quelqu'un, « c'est lui. » Un vieux banquier près de Julien s'est étouffé avec sa boisson. Je ne l'ai pas vu en public depuis 20 ans. C'est Pierre Mercer. Julien a plissé les yeux. Qui? Pierre Mercer? Le loup de Genève, a sifflé Gavin. Il a fait fortune en détruisant des entreprises comme la tienne avant le petit déjeuner. Il est terrifiant. Qu'est-ce qu'il fait ici? Julien a ressenti une piqûre de malaise, mais il l'a réprimé. Ce n'est qu'un vieil homme. Mais le vieil homme s'est retourné vers les portes ouvertes et a tendu son bras. Une femme est apparue. Si Marie Dubois était une enseigne au néon, cette femme était le clair de lune sur une eau sombre. Elle portait une robe de velours bleu nuit qui semblait absorber la lumière, ornée de saphirs si grands qu'ils semblaient faux, à moins que l'on ne sache que rien n'était faux chez un Mercer. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe et majestueux, révélant un cou élégant et fier. Elle se tenait en haut de l'escalier, sa main posée légèrement sur le bras de Pierre Mercer. Elle a balayé la foule de 500 personnes d'un regard d'amusement froid et détaché. Julien a laissé tomber son verre. Il s'est brisé sur le sol de marbre, projetant du scotch et du cristal, mais personne n'a rien remarqué parce que la femme au bras de l'homme le plus puissant de la pièce n'était pas une inconnue.
C'était la femme à qui il avait dit d'aller à Saint-Tropez 2 heures plus tôt. C'était Sophie. Mais ce n'était pas la Sophie qu'il connaissait. La Sophie qu'il connaissait portait des cardigans et s'excusait de prendre de la place. Cette femme se tenait là comme si elle était propriétaire de l'immeuble. Son maquillage était plus net, accentuant ses pommettes hautes. Ses yeux ont balayé la pièce, dépassant les sénateurs et les célébrités, et se sont fixés directement sur Julien. Elle n'a pas souri, elle n'a pas salué. Elle s'est simplement contentée de le fixer, et même à 15 mètres de distance, Julien a senti un frisson lui parcourir les chines, plus froid que le zéro absolu. « Julien !» Marie a tiré sa manche, sa voix tremblante. « N'est-ce pas? N'est-ce que pas ta femme ?» Julien était incapable de parler. Son cerveau essayait de recalculer la réalité et échouait. « Mesdames et messieurs », a énoncé le maître de cérémonie, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, visiblement après avoir reçu une nouvelle fiche. « Veuillez accueillir le président d'Apex Global Holdings, M. Pierre Mercer, et sa fille. La vice-présidente du conseil d'administration, Mademoiselle Sophie Mercer. » Le silence qui a suivi était absolu. Julien a senti le sang quitter son visage si vite qu'il a failli s'évanouir. Vice-présidente, Apex Global. Il a regardé la femme qu'il avait trompée, la femme qu'il avait rabaissée, la femme qu'il avait laissée à la maison, comme un meuble indésirable. Sophie a commencé à descendre les escaliers, le bruit de ses talons résonnant comme des horloges qui tic-tac. Chaque pas la rapprochait de lui. Chaque pas était un compte à rebours vers sa destruction. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Julien, avec Marie, c'était vraiment surréaliste, non? Je veux dire, imaginez. Un homme d'affaires qui se pense au sommet du monde, se faisant piéger par sa propre femme, celle qu'il a méprisée. C'est digne d'un mauvais film, mais en même temps, ça résonne. Combien de fois on a vu des gens surestimer leur pouvoir, leur jugement, en oubliant que la personne la plus discrète peut être la plus dangereuse? Julien pensait qu'il était le prédateur, mais il n'était qu'une proie bien grasse. C'est tellement typique, cette cécité quand on est aveuglé par son propre ego. On voit ce qu'on veut voir, on entend ce qu'on veut entendre. On déforme la réalité pour qu'elle corresponde à notre narratif. Pour Sophie, c'était le moment où les masques sont tombés. Et pour Julien, le moment où sa tour de cartes s'est effondrée. C'est à la fois tragique et d'une ironie si parfaite, vous ne trouvez pas? La descente des marches du grand escalier jusqu'à l'endroit où Julian Calloway se tenait fut une véritable procession. On ne savait pas si c'était pour un mariage ou un enterrement. La foule, d'ordinaire un nid de vipères avides d'attention, s'est fendue comme la mer Rouge. Il sentait le pouvoir. Un pouvoir ancien, réel et terrifiant. Je marchais avec une grâce que Julien n'avait jamais vue. Ou peut-être n'avait-il simplement jamais vraiment regardé. Dans notre penthouse, je marchais doucement, tentant de ne pas déranger son génie. Ici, mes talons frappaient le marbre, avec l'autorité d'un marteau de juge. L'esprit de Julien s'emballait, une roue de hamster de panique et d'opportunisme. Elle est une Mercer. Sophie est une Mercer. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Les Mercer étaient l'aristocratie américaine, des magnats de l'acier devenus investisseurs technologiques. Une famille qui n'avait pas seulement de l'argent. Ils imprimaient l'économie. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ?» a-t-il hurlé intérieurement. « J'ai épousé une mine d'or et je l'ai traitée comme un fardeau. » Mais ensuite, l'opportuniste, on lui a pris le contrôle. « Attends, c'est bien. C'est mieux que bien. Je suis marié à la vice-présidente d'Apex. L'affaire est dans la poche. Je dois juste bien jouer le coup. » Il a secoué la main de Marie. Ce fut un geste instinctif, saccadé, comme y on secoue un insecte. Marie a trébuché légèrement sur ses talons vertigineux, son visage éclairé par le choc et l'humiliation. « Marie, tu aurais dû voir sa tête, la pauvre. Je l'ai croisée plus tard, mais à ce moment-là, elle était juste brisée. Elle m'a raconté comment elle l'avait vécu. Elle se sentait enfin au centre de l'attention, après des mois à être l'ombre scintillante de Julien.
Quand il lui a serré la taille en posant pour les photos, elle a cru que c'était le début de sa propre ascension. Le monde s'ouvrait à elle. Et puis, de loin, elle m'a vu apparaître. Pas la Sophie qu'elle avait connue, la femme effacée, mais une figure sculptée dans le velours et le pouvoir. Le nom Mercer est claqué comme un fouet dans l'air, et la main de Julien s'est arrachée de son dos comme si elle brûlait. Elle a dit que c'était comme si l'air était devenu si lourd qu'elle ne pouvait plus respirer. Son rêve s'est transformé en cauchemar en une fraction de seconde, la laissant là, exposée, comme une mouche épinglée. Elle était là pour briller, mais elle n'était qu'une pâle étincelle face à l'incendie qui venait de s'allumer. Pour elle, c'était le début de la fin, même si elle n'en connaissait pas encore toute l'ampleur. « Reste ici », lui a-t-il chuchoté. « Julien », la voix de Marie était stridente. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Reste ici ». Julien a avancé, lissant sa veste. Il a affiché son sourire le plus charmant, le plus intime, celui qu'il utilisait pour conclure les financements de Seria. Il a ouvert grand les bras alors que Sophie et Pierre atteignaient le bas de l'escalier. « Sophie, ma chérie !» La voix de Julien était forte, théâtrale. Il voulait que la salle entende. Il voulait qu'il voie les retrouvailles joyeuses. « Toi, petite coquine, tu sais vraiment comment faire une entrée. C'est la surprise que tu me laissais entendre. » Il s'est avancé pour l'embrasser, pour lui embrasser la joue, pour revendiquer son prix. Pierre Mercer n'a même pas ralenti sa démarche. Il a simplement déplacé sa canne de sa main gauche à sa droite, créant ainsi une barrière efficace entre Julien et sa fille. « Monsieur Calloway », a dit Pierre. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un marteau pilon. « Je vous conseillerais de ne pas toucher la marchandise. Vous avez déjà clairement indiqué que vous préfériez les importations moins chères. » La foule a haleté. Quelques rires nerveux ont parcouru la pièce. Julien s'est figé, les bras encore à moitié ouverts. « Monsieur Mercer, il y a sûrement un malentendu. Sophie et moi. » « Sophie et vous êtes légalement mariés. »« Oui, » a interrompu Pierre, ses yeux perçant l'âme de Julien. « Pour l'instant. » J'ai enfin levé les yeux vers lui de près. Julien a vu quelque chose dans mes yeux qui l'a effrayé plus que la colère de mon père. Il n'a rien vu. Ni amour, ni haine, ni blessure. Juste une indifférence calme et clinique. « Bonjour, Julien, » ai-je dit. Ma voix était de l'eau froide. « Sophie, » a-t-il supplié, baissant la voix à un murmure, essayant de créer une bulle d'intimité. « Je suis profondément désolé pour la confusion de tout à l'heure. Je ne savais pas. Je veux dire, pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? Nous sommes partenaires. Nous aurions pu gouverner le monde ensemble. » Nous étions partenaires, l'ai-je corrigé. J'étais ton partenaire quand nous mangions des nouilles instantanées. J'étais ton partenaire quand tu pleurais sur mes genoux parce que la banque avait rejeté ton premier prêt. Mais quelque part en chemin, Julien, tu as décidé que j'étais un accessoire. Ce n'est pas vrai. Je fais ça pour nous. Julien a fait un geste vague vers la pièce. Et qui est-ce? Il a pointé un doigt tremblant vers Marie, qui se tenait maladroitement seule. La robe rouge paraissait soudainement bon marché sur le fond du bleu majestueux de ma robe. C'est juste une employée. C'est pour les apparences, Sophie. Tu sais comment on joue ce jeu? J'ai regardé par-dessus son épaule vers Marie. Marie s'est redressée, essayant de rassembler un peu de défi, mais elle s'est flétrie sous le regard de la femme dont elle avait ri quelques heures plus tôt. « Mademoiselle Dubois, » ai-je dit, « je crois que vous portez mes boucles d'oreilles, les pendentifs en diamant. Julien me les a offerts pour notre 5e anniversaire. J'avais remarqué qu'elles manquaient au coffre. » Le silence dans la pièce était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Tous les yeux se sont tournés vers les lobes d'oreilles de Marie. La main de Marie s'est portée à ses oreilles, son visage prenant une teinte cramoisie violente. Julien m'a dit... Julien dit beaucoup de choses et beaucoup de gens, et je dis doucement. Vous pouvez les garder. Considérez ça comme une indemnité de départ.
Une indemnité? A balbutié Marie. Oui, vous êtes viré, avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas me virer. Marie a claqué, cherchant le soutien de Julien. Julien est le PDG. J'ai enfin souri. C'était une petite courbe terrifiante de mes lèvres. Nous allons y venir. Je me suis retourné vers Julien. Julien, tu étais impatient de rencontrer le président d'Apex pour discuter de l'acquisition de Callaway Tech. Eh bien, le voici et me voici. Voulons-nous discuter affaires ou préfères-tu continuer à expliquer pourquoi tu as amené ta maîtresse à l'événement le plus public de l'année tout en envoyant ta femme dans une villa en bord de mer? Julien a dégluti difficilement. La pièce observait. Les caméras enregistraient. Il perdait du capital social à chaque seconde. Il devait les faire entrer dans une pièce privée. Il devait reprendre le contrôle du récit. Affaires, a croassé Julien. Parlons affaires, en privé. Pierre Mercer a acquiescé une fois. Le salon platine, 5 minutes. Essayez de vous calmer, Callaway. Votre chemise de soie est trempée. Pierre et moi l'avons dépassé, la foule s'écartant à nouveau. Julien s'est resté seul au centre de la salle de bal, les chuchottis montant autour de lui comme une marée montante. Il a regardé Marie, qui enlevait frénétiquement les boucles d'oreilles, les larmes coulant sur son visage. Il ne l'a pas aidé. Il s'est retourné et s'est dirigé vers le salon platine. Il avait une affaire à sauver. Une partie de moi l'a plaint, une toute petite, éphémère. C'était de la vieille Sophie qui mourait en lui. Je me suis souvenu d'une nuit, il y a peut-être 3 ou 4 ans, quand Julien travaillait sur un algorithme particulièrement complexe et qu'il était bloqué. Il avait tout jeté sur le sol, ses notes éparpillées, la tête dans les mains, si désespéré. Je l'avais trouvé comme ça, et j'avais passé la nuit à côté de lui, silencieusement, à reconstruire le code ligne par ligne. Il s'était réveillé le matin et avait trouvé la solution, la sienne bien sûr. Je n'avais jamais rien dit, voyant le soulagement dans ses yeux, l'éclat de génie qu'il pensait avoir eu. Je voulais juste le voir heureux, le voir réussir. Mais à quel prix, finalement? À quel prix cette illusion de partenaire, d'amour partagé? Ce n'était pas si évident à l'époque. Les frontières s'étaient brouillées. Mais maintenant, avec la clarté du temps et de la trahison, c'était d'une évidence cruelle. Dans le salon platine, Julien faisait les 100 pas, avalant un verre de whisky qu'il avait versé du bar. Il devait réfléchir. OK, analyse de la situation. Sophie est riche, super riche. Elle est en colère. Bien sûr, mais c'est toujours Sophie. Elle est douce. Elle m'aime. Elle laisse rester avec moi pendant 7 ans. Je dois juste lui rappeler ça. Et Pierre, c'est un homme d'affaires. Si les chiffres ont un sens, il fera affaire. Callaway Tech vaut 3 milliards. Il ne peut pas ignorer ça. Il se mentait encore à lui-même, pathétiquement. La porte s'est ouverte. Pierre et moi sommes entrés. Nous ne nous sommes pas assis. Nous nous sommes tenus à la tête de la longue table de conférence, regardant Julien comme un conseil d'administration évaluant un stagiaire en échec. « Asseyez-vous, Julien », a ordonné Pierre. Julien s'est assis. Il a essayé de se pencher en arrière pour avoir l'air détendu, mais son corps l'a trahi. Il était rigide. « Écoutez », a commencé Julien, posant ses mains sur la table. « Je sais que ce soir a été désordonné. Les vies personnelles se sont mélangées aux professionnelles. Je m'excuse pour le manque de respect, Sophie. Vraiment. Mais regardons le tableau d'ensemble. Nous sommes une famille. Callaway Tech et Apex. C'est un mariage naturel, avec votre capital et ma vision. » « Ta vision ?» l'ai-je interrompu, faisant glisser un épais dossier en cuir sur la table vers lui. « Oui, ma vision. La modélisation prédictive d'IA, le code propriétaire. » « Ouvre le dossier, Julien, ai-je dit. Julien l'a ouvert. Ce n'était pas un accord de fusion. C'était un dossier. La première page était un accord de prêt datant de 3 ans. Quand tu as voulu t'étendre sur le marché asiatique, ai-je dit, tu as surendetté l'entreprise. Aucune banque ne voulait de toi.
Tu étais à haut risque. Tu te souviens? Oui, a dit Julien confus. J'ai trouvé une société de capital investissement à Zurich, Capital Helios. Ils m'ont accordé le prêt relais. Tourne la page, a dit Pierre. Julien a tourné la page, un document montrant les papiers de constitution de Capital Helios, propriétaire d'Apex Global. Julien a fixé le papier. Vous possédez Helios. Nous possédons la dette, a dit Pierre calmement. Nous avons racheté ta dette il y a 3 ans. Nous avons financé ton petit empire depuis lors. Tu n'as pas bâti Callaway Tech, fiston. Nous l'avons fait. Nous t'avons juste laissé y mettre ton nom. Julien a senti la pièce tourner. Mais j'ai payé les intérêts. Je suis à jour sur les paiements. Lis les clauses de l'article 4, ai-je dit. Article 12, sous-section B, la clause de moralité et de stabilité. Julien a plissé les yeux sur les petits caractères. En cas de conduite publique du PDG jugée préjudiciable à la réputation de l'entreprise, ou en cas de dissolution du mariage initié par une infidélité, le prêteur, Helios Apex, se réserve le droit d'exiger le remboursement intégral du principal du prêt immédiatement. Julien a levé les yeux, pâle comme un drap. Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est une clause standard, passe-partout. Personne ne l'applique. Je l'applique, a dit Pierre. Le prêt est dû, Monsieur Callaway. 400 millions de dollars payables dans les 24 heures. Je n'ai pas 400 millions de dollars en espèces, a crié Julien se levant. Tout mon argent est bloqué en actions. Dans l'entreprise? Exactement, ai-je dit. Ce qui nous amène au deuxième document du dossier. Les mains de Julien tremblaient alors qu'il se tournait vers la section suivante. C'était un dépôt de brevet. L'algorithme de base, ai-je expliqué. Le modèle de prédiction Callaway, le code qui donne de la valeur à l'entreprise. J'ai écrit ce code. Julien a claqué sa main sur la table. Vraiment? J'ai levé un sourcil. Où as-tu écrit l'interface pendant que j'écrivais la logique back-end pendant ces nuits où tu faisais du réseautage dans les bars? La bouche de Julien s'est ouverte et s'est refermée. C'était vrai. Au début, il était le vendeur. J'étais l'ingénieur. Il s'était attribué le mérite et je l'avais laissé faire parce que je l'aimais. Le brevet pour la logique de base, ai-je poursuivi, est détenu par un fonds fiduciaire, le fonds fiduciaire SM. SM? A chuchoté Julien. Sophie Mercer. Je n'ai jamais cédé la propriété intellectuelle à l'entreprise, Julien, ai-je dit tranquillement. Je l'ai concédée sous licence à Callaway Tech, une licence révocable, et à partir de ce soir, je la révoque. Julien s'est effondré sur sa chaise. Sans la propriété intellectuelle, l'entreprise était une coquille vide. Sans l'argent pour payer le prêt, il était en faillite. Vous m'avez piégé, a chuchoté Julien. Vous aviez tout planifié. Depuis combien de temps? Je n'ai pas planifié de te piéger, ai-je dit. Et pour un instant, ma voix a tremblé d'une tristesse sincère. J'ai gardé la propriété intellectuelle et la structure de la dette comme un filet de sécurité. Mon père a insisté. Je lui ai dit que je n'en aurais jamais besoin. Je lui ai dit que tu m'aimais. Je lui ai dit que tu étais un homme bien. J'ai contourné la table et me suis tenu à côté de lui. Je ne l'ai pas touché. Je t'ai donné une chance ce soir, Julien, ai-je dit doucement. J'étais assise sur cette chaise dans la chambre et je t'ai donné une porte de sortie. Je t'ai demandé si tu l'emmenais. Si tu avais juste été honnête, si tu m'avais juste montré une once de respect, j'aurais peut-être laissé les papiers dans le coffre. Je t'aurais peut-être simplement divorcé en silence et je t'aurais laissé ton entreprise. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as affiché, gronda Pierre de l'autre bout de la table. Tu l'as humiliée. Tu as essayé de la faire se sentir petite pour te sentir grand. Julien a levé les yeux, ses yeux mouillés de larmes de rage et de peur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous me détruisez, vous prenez l'entreprise. Nous n'avons pas besoin de la prendre, a dit Pierre. Elle est déjà à nous. Nous ne faisons qu'expulser le locataire.
Pierre a vérifié sa montre de poche. Le conseil d'administration a déjà été convoqué par téléconférence d'urgence. Puisqu'Apex contrôle la dette et la propriété intellectuelle, nous avons invoqué la clause pour révoquer le PDG pour motif légitime. Tu es viré, Julien, ai-je dit. Pour de vrai cette fois, pas comme Marie. Vous ne pouvez pas faire ça, a marmonné Julien. Le public, les actionnaires seront ravis, a rétorqué Pierre. Apex acquiert Callaway Tech entièrement. L'action bondira de 20% le matin. Le seul perdant ici, c'est toi. Julien a regardé sa femme, sa future ex-femme, la femme qu'il avait renvoyée comme un accessoire domestique ennuyeux. Elle ressemblait à une tatonne. Sophie, a-t-il essayé une dernière fois, le désespoir lui nouant la gorge. S'il te plaît, j'ai construit ça. C'est de ma vie. Ne l'enlève pas. Je quitterai Marie. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Ne prends juste pas mon entreprise. J'ai baissé les yeux sur lui. J'ai étendu la main et j'ai ajusté son nœud papillon, qui était de travers. C'était un geste rappelant le bon vieux temps, mais la tendresse avait disparu. Ce n'est pas ton entreprise, Julien, ai-je dit. Et ce n'a jamais été ta vie. C'était notre vie, et tu l'as brisée. J'ai sorti une seule enveloppe de ma pochette et je l'ai laissée tomber sur la table devant lui. Papier de divorce, ai-je dit. Signe-les d'ici le matin. Si tu me combats, je publierai la vidéo de sécurité de l'ascenseur du Grand Hôtel parisien où toi et Marie... Eh bien, disons simplement que la clause de moralité regorge de preuves. Viens, Sophie, a dit Pierre, ouvrant la porte. Nous avons des invités à divertir, et je crois que le ministre souhaite rencontrer le vrai génie derrière Callaway Tech. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Sophie, a crié Julien, se levant. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, ma silhouette encadrée par la lumière de la fête à l'extérieur. Je n'ai pas regardé en arrière. Au revoir, Julien. Profite de Saint-Tropez. Il paraît que c'est charmant à cette période de l'année pour les gens qui ont beaucoup de temps libre. La porte s'est refermée avec un clic sec. Julien Callaway est resté debout dans le silence du salon platine. Il a regardé le verre de whisky, le dossier et les papiers de divorce. Il a ramassé le verre et l'a jeté contre le mur. Il s'est brisé en 1000 morceaux, tout comme l'illusion de sa vie. Mais la nuit n'était pas finie, et le monde derrière cette porte attendait de voir le corps. Je ne savais pas ce qu'il ferait après ça. Allait-il se cacher, se battre? Honnêtement, une partie de moi n'en avait pas grand-chose à faire. Le soulagement, oui, ça je le sentais, un poids immense soulevé de mes épaules. Mais la victoire n'avait pas le goût sucré que j'avais imaginé. C'était plutôt amer, teinté de la tristesse d'un rêve brisé. Je l'avais aimé, même si cette version de l'amour était depuis longtemps empoisonnée. Il m'avait trahi de 1000 façons, petite et grande, et pourtant, une cicatrice invisible restait. La femme que j'étais avant lui était à jamais partie, mais la femme que je suis devenue, cette Sophie Mercer, était née de ces organes. C'était un sentiment étrange, comme de regarder sa propre transformation avec un léger étonnement. On dit qu'on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi de celles des autres, surtout quand elles vous frappent de plein fouet. La traversée du salon platine jusqu'au hall de l'hôtel fut le plus long kilomètre de la vie de Julien Callaway. Le gala battait toujours son plein, la musique s'amplifiant, les rires tintinabulants comme du verre brisé dans ses oreilles. Mais il était un fantôme. Les gens qui s'étaient pressés pour un selfie avec lui 1 heure auparavant lui tournaient maintenant le dos à son passage, étudiant les moulures du plafond ou se fascinant soudainement pour leurs chaussures. L'odeur du sang était dans l'eau et les requins de la haute société savaient qu'il valait mieux ne pas s'associer à un cadavre. Il est arrivé seul au stand du voiturier. Marie était introuvable. Où est-elle? A claqué Julien au voiturier, jetant son ticket avec des mains tremblantes. La femme en robe rouge. Le voiturier, un jeune homme qui regardait habituellement Julien avec admiration, le regardait maintenant avec une expression plate et ennuyée. Mademoiselle Dubois est partie, monsieur. Elle a pris un Uber il y a environ 10 minutes. Elle a pris un Uber?
Julien a ri, un son aigu et déchiqueté. Elle m'a quitté, je lui ai acheté cette robe, je lui ai acheté les chaussures qu'elle porte. Elle a laissé un message, monsieur, a dit le voiturier, lui tendant une serviette pliée. Julien l'a arraché. Écrit en rouge à lèvres barbouillées étaient 2 mots, carte refusée. Julien a froissé la serviette et l'a jetée dans le caniveau. Il n'a pas attendu sa limousine. Il a vu un taxi au ralenti et s'est jeté sur la banquette arrière, aboyant l'adresse de son bureau secondaire en banlieue de Marseille, un entrepôt converti où il gardait ses projets privés à l'abri des regards indiscrets du siège social. Alors que le taxi filait sur le pont, Julien a sorti son téléphone. Ses notifications étaient une cascade de désastres. Tech News, Callaway éjecté, rachat par Apex confirmé, BFM TV, Sophie Mercer révélée comme le génie silencieux derrière Callaway. Twitter, Julien Callaway humilié. Il a fait défiler les commentaires. J'ai toujours su que c'était une fraude. Il a trompé sa femme avec une stagiaire, MDR. Pierre Mercer est son père, Eric Callaway. Julien a jeté le téléphone contre le siège. « Ça veut pas » a-t-il crié à la cloison en plexiglas, faisant sursauter le chauffeur. Il ne savait pas qui je suis. Je suis le visionnaire. Je suis le visage. Il avait besoin d'un levier. Sophie pensait l'avoir mis échec et mat, mais elle avait oublié une chose. Il savait où étaient les cadavres, ou du moins, il le croyait. Il est arrivé au loft de Marseille, claquant la porte derrière lui. L'espace était froid, rempli de serveurs et de tableaux blancs couverts de schémas gribouillés. Il est allé directement au coffre derrière une peinture de lui-même. Il a tourné le cadran. Clic. Il a sorti un disque dur. C'était sa police d'assurance, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il y a 3 ans, alors que l'entreprise prenait de l'ampleur, Julien avait embauché une entreprise de data mining louche pour collecter illégalement des données d'utilisateurs de leurs concurrents. C'était de l'espionnage industriel, pur et simple. Sophie ne le savait pas. Elle était trop éthique, trop axée sur la pureté du code. Si ces données sortaient, cela ruinerait Callaway Tech. Cela déclencherait des enquêtes fédérales. Cela ferait chuter le prix de l'action qu'Apex était si désireux d'acquérir. Si je ne peux pas avoir l'entreprise, a chuchoté Julien, les yeux fous dans la pénombre, alors personne ne l'aura. Il a branché le disque dur sur son ordinateur portable. Son plan était simple. Télécharger les preuves de la collecte illégale de données sur un site de lanceur d'alerte, anonyme, mais suffisamment traçable pour retomber sur le conseil d'administration actuel. Il mettrait le feu à la maison avec Sophie à l'intérieur. Il a tapé frénétiquement, ses doigts volant sur les touches. Il a rédigé un email à un journaliste du Monde qui détestait les grandes technologies. Objet. La fraude Mercer. Preuve de surveillance illégale chez Callaway Tech. Il a cliqué sur « Attacher ». La barre de progression a rampé sur l'écran, 10%, 30%. Son téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Julien l'a fixé. Il a hésité à l'ignorer, mais le silence de la pièce le rendait fou. Il a répondu. « Qui est-ce, Monsieur Callaway ?» a ronronné une voix. Ce n'était pas Sophie et ce n'était pas Pierre. C'était un accent européen doux. Ici Lars van der Hoven. Julien s'est figé. Lars était son plus grand rival, le PDG de Dutcham, une entreprise que Julien avait essayé d'écraser pendant des années. Lars, a soufflé Julien. Tu appelles pour te vanter? J'appelle, a dit Lars, parce que j'entends dire que tu es un agent libre, et j'entends dire que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, a menti Julien, regardant la barre de téléchargement atteindre 50%. Je suis motivé. Bien, parce que j'ai une proposition. Je connais le kill switch que tu as installé dans les jours chaotiques de l'architecture serveur. Celui qui efface l'historique du réseau neuronal. Julien a cessé de taper. Comment sais-tu ça? J'ai mes méthodes. Écoute, Julien, Mercer va te détruire légalement. Tu seras devant les tribunaux pendant 20 ans. Tu mourras pauvre. À moins que quoi?
À moins que tu ne déclenches cet interrupteur, efface l'algorithme, remette Callaway Tech à zéro. Si tu fais ça, l'entreprise ne vaut plus rien. Apex annule l'acquisition. Et moi? Lars a marqué une pause. Je t'engagerai comme consultant. 5 millions de dollars par an plus un bonus à la signature juste pour regarder les Mercer signés. Julien a regardé la barre de téléchargement. 70%. Fuiter les données illégales leur ferait du mal. Oui, mais effacer l'algorithme, cela les tuerait. Cela effacerait 7 ans du travail de Sophie. C'était l'option nucléaire. L'interrupteur n'est pas à distance, a dit Julien, sa voix tremblante. Je dois être à la ferme de serveur principal. Accès biométrique. Et ton accès est révoqué, a noté Lars. Pas encore, a réalisé Julien. Le service informatique est lent. Ils ne purgeront pas les biométries avant l'équipe du matin à 6 heures. Il est 23 heures maintenant. Alors tu as une fenêtre, a dit Lars. Fais-le, Julien. Sois l'homme que tu prétends être. Reprends ton pouvoir. Julien a raccroché. Il a regardé l'écran de l'ordinateur portable. Il a annulé le téléchargement de l'email. Les fuites étaient pour les lâches. La destruction était pour les rois. Il a attrapé son manteau. Il n'allait pas se cacher en banlieue de Marseille. Il allait à la citadelle, la massive forteresse de serveurs en Bretagne où Callaway Tech vivait. Il allait effacer Sophie de l'existence. Le centre de données de Callaway Tech était un bunker de béton brut situé dans les Landes de Bretagne. Il ressemblait moins à une entreprise technologique qu'à une prison pour robots. Julien a garé sa voiture à 1 kilomètre de là, dans les hautes herbes, loin de l'autoroute, pour éviter les scanners de plaques d'immatriculation du périmètre. Il a marché dans la boue. Ses chaussures de smoking étaient ruinées, son costume coûteux déchiré par les ronces. Il s'en fichait. L'adrénaline pompait dans ses veines comme du carburant d'avion. Il a atteint l'entrée latérale réservée aux employés. C'était ça. Le moment de vérité. Il a pressé sa paume contre le scanner. « S'il vous plaît », a-t-il prié. « Soyez paresseux, informaticien. Soyez paresseux. » Le scanner a bourdonné. Une lumière verte a clignoté. Accès accordé PDG Callaway. « Oui », a sifflé Julien, se glissant à l'intérieur. Le couloir était stérile et blanc, bourdonnant du son de milliers de ventilateurs de refroidissement. Il s'est déplacé rapidement, évitant le poste de sécurité principal, empruntant les couloirs de service qu'il connaissait depuis la phase de construction. Il devait atteindre le terminal central, l'interface physique de la base de données principale. Il a atteint la lourde porte en acier de la salle du cœur. Il a composé son code PIN. 1, 2, 4, 7, 7. La porte s'est ouverte avec un sifflement. Julien est entré dans la pièce. C'était une cathédrale de lumière bleue clignotante. Des rangées après des rangées de racks de serveurs le dominaient. Au centre se trouvait la console principale. Il a couru vers le clavier. Ses mains tremblaient si fort qu'il a tapé 2 fois son mot de passe de travers. Connexion réussie. Il était dedans. Il avait un accès root. « OK, Sophie », a-t-il chuchoté, la sueur coulant de son nez sur le clavier. « Voyons à quel point tu es intelligente quand ton précieux cerveau est vide. » Il a ouvert la ligne de commande. Il a commencé à taper la séquence de purge. Sudo art rm rf root core logic. C'était une commande qui supprimerait le code source et écraserait les secteurs avec du bruit aléatoire. C'était irréversible. Il a plané son doigt au-dessus de la touche entrée. C'était ça. Victoire totale, vengeance totale. Il a appuyé sur entrée. Rien ne s'est passé. L'écran n'a pas clignoté en rouge. La barre de progression de la suppression n'est pas apparue. Au lieu de cela, le texte sur l'écran a disparu. Un seul curseur a clignoté au centre du vide noir. Puis, du texte a commencé à apparaître, se tapant lentement, caractère par caractère. « Bonjour, Julien. » Julien a fixé l'écran. « Quoi? Je me demandais si tu allais essayer ça. Papa a parié que tu ne le ferais pas.
Il a dit que tu étais trop lâche. J'ai parié que tu le ferais. Merci de m'avoir fait gagner 5 euros. Sophie! A crié Julien à la pièce vide. Le texte a continué. Tu n'es pas dans le répertoire Root, Julien. Tu ne l'as jamais été. Tu penses vraiment que je t'ai donné un accès root à l'œuvre de ma vie? Julien a tapé frénétiquement else là pour lister des fichiers. Le répertoire était vide, à l'exception d'un seul fichier, sandboxsimulation.x. Tu es dans un bac à sable, a tapé l'écran. Un faux environnement de serveur que j'ai construit pour toi il y a des années, afin que tu puisses te sentir comme un codeur sans rien casser. C'est un pack pour enfants, Julien. Non, a crié Julien, écrasant son poing sur le clavier. J'ai construit cette entreprise. Je suis le PDG. Tu étais la mascotte, a répondu l'écran. Et maintenant, tu es l'intrus. Soudain, les lumières bleues de la salle des serveurs sont devenues un rouge clignotant agressif. Une sirène a commencé à hurler, assourdissante dans l'espace clos. Alerte intrusion, secteur 4. Police envoyée. Julien s'est retourné pour courir, mais pas un moment. En montagne, la porte en acier par laquelle il était entré s'est refermée avec un claquement magnétique. Il a couru vers elle, tirant inutilement sur la poignée. Verrouillé. « Ouvrez la porte !» a-t-il crié. Le texte sur l'écran a changé une dernière fois. « Regarde en haut !» Julien a levé les yeux. Dans le coin de la pièce, une caméra de sécurité s'est tournée vers lui. Le voyant rouge d'enregistrement était allumé. « Souris !» lisait le texte. « Nous diffusons en direct à la réunion du conseil d'administration. » Julien a reculé, son dos heurtant les racks de serveurs. Il s'est effondré sur le sol, couvrant son visage de ses mains. Il était piégé dans une cage de verre, regardant son propre reflet dans les moniteurs sombres. Quelques minutes plus tard, ou peut-être des heures, le temps avait perdu son sens, la lourde porte s'est ouverte avec un sifflement. Ce n'était pas la police. Pas encore. 2 silhouettes sont entrées. Pierre Mercé, toujours frais dans son smoking, s'appuyait sur sa canne. À ses côtés se tenait un homme grand, aux épaules larges, en costume gris. Julien l'a reconnu immédiatement. C'était Grant, le chef de la sécurité d'Apex, un homme dont on disait qu'il était un ancien des forces spéciales. « Pathétique », a dit Pierre, sa voix coupant le hurlement de la sirène, que Grant a fait taire d'une tape sur une tablette. Violation de domicile, tentative de destruction de biens d'entreprise, sabotage industriel. Pierre a secoué la tête. J'attendais un combat, Calloway, pas une crise de colère. Julien a levé les yeux injectés de sang. C'est un bac à sable depuis le début. Depuis 2018, a confirmé Pierre. Sophie t'a remarqué en train de copier du code sur des disques non autorisés. Elle ne voulait pas t'embarrasser, alors elle a acheminé ton accès vers un lecteur miroir. Tu as volé des fantômes pendant 5 ans. Julien a ri. C'était un son brisé et sanglotant. Elle savait. Elle a toujours su. Elle t'a protégé, a dit Pierre, s'approchant jusqu'à ce que tu rendes cela impossible. Grant s'est avancé, tenant une paire de menottes en plastique. La police est dehors, Monsieur Mercer. Le moment venu, nous le leur remettrons. Un instant, a dit Pierre. Il a regardé Julien avec une froide curiosité. Je veux t'offrir un choix, Julien, car je suis un homme généreux. Julien a essuyé son nez sur sa manche. Quel choix? Prison ou prison? Option A, a dit Pierre. Nous te livrons au FBI. La tentative de suppression des journaux de serveurs est un cybercrime fédéral. Avec les preuves que nous avons, plus la tentative de sabotage de ce soir, tu risques 10 à 15 ans de prison fédérale. Tu seras célèbre, bien sûr, mais pas de la manière dont tu le voulais. Julien a frissonné. Il ne survivrait pas en prison. Il était trop mou. Option B, a râlé Julien. Option B, a dit Pierre, sortant un document plié de sa poche intérieure. Tu signes les papiers de divorce sans contestation. Tu signes une confession complète concernant la tentative de sabotage.
que nous garderons dans un coffre-fort et n'utiliserons, si jamais, que si tu parles à la presse à nouveau. Et Pierre a marqué une pause. Et tu quittes le pays ce soir. Quitter le pays? Grant a un avion qui t'attend au Bourget, un billet aller simple pour un endroit où Apex a des intérêts. Disons, une opération minière dans une région reculée du Pérou. Nous avons besoin d'un chef d'équipe pour le bureau de la logistique. Cela paie 40 000 $ par an. C'est un travail honnête, un travail difficile, pas de gala, pas de maîtresse, juste toi et la terre. Julien l'a fixé. Vous voulez me bannir? Je veux que tu disparaisses, a dit Pierre simplement. Sophie ne veut pas te voir au tribunal. Elle ne veut pas voir ton visage aux informations. Elle veut que tu sois effacé. Alors, tu peux être effacé dans une cellule ou tu peux être effacé dans les Andes. Choisis. Julien a regardé les menottes en plastique dans les mains de Grant. Puis il a regardé la porte ouverte. Il s'est levé, ses jambes tremblantes. Il a regardé la salle des serveurs une dernière fois. Les lumières clignotantes de l'Empire qu'il croyait diriger, réalisant qu'il n'avait même jamais eu les clés. « Je ne parle pas espagnol », a chuchoté Julien. « Tu es un homme intelligent », a dit Pierre, se retournant pour s'éloigner. « Tu apprendras. » 6 mois plus tard, le vent dans les Andes péruviennes ne hurlait pas. Il criait. Il transportait une poussière fine qui se nichait dans les pores de la peau. Une fine poussière grise qui avait le goût du cuivre et de la vieille terre. Sur le site 4 d'Apex Minerals, bureau de la logistique, une cabane en tôle ondulée, perchée précairement sur une crête, surplombant la mine de cuivre à ciel ouvert, un homme nommé Ben était assis à un bureau en métal éraflé. Il portait un gilet haute visibilité par-dessus une chemise en flanelle tachée. Ses mains, autrefois manucurées et douces, n'ayant jamais manipulé rien de plus lourd qu'une flûte de champagne, étaient maintenant calleuses. Les ongles étaient en permanence bordés de terre noire. Il était plus mince. La douceur du style de vie de Penthouse avait été brûlée par l'altitude et les postes de 12 heures. « Ben !» a crié une voix depuis la porte. C'était Matteo, le chef de chantier. « Le camion 14 a un joint de culasse cassé. Nous avons besoin que le formulaire de réquisition soit signé maintenant. » Ben a levé les yeux. Il n'a pas discuté. Il n'a pas demandé à Matteo de lui parler avec respect. Il a simplement rapproché un presse-papier, ses yeux ternes derrière des lunettes de lecture bon marché, et a signé « B. Calloway ». « Merci, patron », et grogné Matteo sarcastiquement, attrapant le presse-papier et laissant la porte ouverte au vent mordant. Ben a frissonné. Il s'est levé pour fermer la porte, mais a marqué une pause. Dehors, la vue était majestueuse d'une manière brutale. Des pics déchiquetés déchiraient le ciel. Mais il n'y avait pas de service cellulaire ici, pas de Wi-Fi, juste une liaison satellite au bureau principal strictement pour les données commerciales. Ben allait retourner à son bureau. C'était la pause déjeuner. Il a sorti un sandwich au jambon d'un sac en papier. Il s'est assis et a regardé le seul objet personnel qu'il était autorisé à garder. Ce n'était pas une photo de Sophie. C'était trop douloureux. Ce n'était pas une photo de Mary. C'était trop embarrassant. C'était une page déchirée d'un vieux magazine Forbes qu'il avait trouvé dans les latrines 3 semaines plus tôt. Où elle était datée du mois dernier. La couverture présentait une femme debout sur le balcon d'un gratte-ciel de verre, le vent attrapant ses cheveux. Elle portait un tailleur blanc qui ressemblait à une armure. Elle ne souriait pas pour plaire à qui que ce soit. Elle souriait parce qu'elle avait gagné. Le titre. Mercer AI dévoilé. Sophie Mercer sur la reconquête de sa technologie, de son nom et de son avenir. Ben a mâché son sandwich sec et a lu l'article pour la 100e fois. Après le départ de l'ancien PDG déchu, Julian Calloway, l'entreprise a connu une augmentation de 40% de la valeur boursière. Les chaînes sont tombées, a déclaré Mme Mercer et Forbes. Nous avons passé des années à essayer de faire en sorte que la technologie ait l'air tape à l'œil pour les investisseurs. Maintenant, nous la rendons utile pour l'humanité. L'algorithme de prédiction de santé lancé la semaine dernière a déjà identifié un cancer à un stade précoce chez 5000 patients.
L'article a ensuite mentionné la restructuration. Mademoiselle Marie Dubois avait été poursuivie pour le vol de biens d'entreprise, les boucles d'oreilles et une carte de crédit d'entreprise, et travaillait actuellement comme hôtesse dans un nightclub de milieu de gamme à Courbevoie, sa réputation dans la haute société incinérée. Mais la partie qui a tué Ben, la partie qu'il a lue jusqu'à ce que les mots se brouillent, était la citation finale. Journaliste, regrettez-vous le partenariat que vous aviez avec M. Calloway, Sophie Mercer? Sophie Mercer, je regrette l'homme que je pensais qu'il était, mais j'ai réalisé que j'étais amoureuse d'un reflet. J'étais la lumière et il n'était que le miroir. Une fois que je me suis éloigné, il a cessé de briller. Ben a plié soigneusement le magazine et l'a remis dans son tiroir. Il a marché jusqu'à la fenêtre sale. Il a pensé au gala. Il a pensé au moment où il lui avait dit d'aller à Saint-Tropez. Il a pensé au silence de la salle des serveurs. J'étais le miroir, a-t-il chuchoté aux montagnes. Il avait voulu être un milliardaire. Il avait voulu être un roi. Et d'une certaine manière, il avait obtenu son souhait. Il était le roi de cette cabane en tôle. Il était le milliardaire de la poussière. « Ben !» criait Mathéo depuis la cour. « Les toilettes sont à nouveau bouchées. Prends la ventouse !» Ben Calloway, l'homme qui se croyait autrefois trop bien pour tenir la main de sa femme en public, et boutonner sa veste contre le froid. « J'arrive !» a-t-il crié en retour. Il a attrapé la ventouse et est sorti dans le vent, un pied devant l'autre, payant sa dette un travail sale à la fois. Pendant ce temps, à Paris, Sophie se tenait dans le bureau du penthouse de la toute nouvelle Tour Mercer Tech. La vue sur le jardin du Luxembourg était à couper le souffle, baignée par la lumière dorée de l'automne. Mademoiselle Mercer, elle s'est retournée. C'était son nouvel assistant, un jeune homme brillant, fraîchement diplômé de Polytechnique. « Le conseil est prêt pour vous, madame, et votre père est sur la ligne 1. » Sophie a souri. Elle a décroché le téléphone. « Salut, papa. »« J'ai vu les rapports trimestriels, Tori, » a dit la voix de Pierre, rauque, chaleureuse et fière. « Tu as dépassé mes projections. Je devrais peut-être prendre ma retraite pour de vrai cette fois. »« Ne me menace pas d'un bon moment, » rit Sophie. « Comment va Genève? »« Froid. Je m'ennuie de l'action. Au fait, j'ai chose à me dire par J'ai reçu un rapport du Sud. Notre ami dans les Andes respecte ses quotas. Il ne s'est pas plaint une seule fois. » Sophie a regardé par la fenêtre. Un instant, elle a imaginé Julien. Pas le monstre du gala, mais le jeune homme qu'elle avait rencontré dans le petit restaurant. Elle a ressenti une pointe de pitié, mais c'était lointain, comme le souvenir d'une égratignure d'enfance. « Bien, » a dit Sophie doucement. « Peut-être qu'il est enfin en train de construire quelque chose de réel. »« Veux-tu que je le fasse revenir? » a demandé Pierre. « Son contrat est en révision dans 5 ans. » Sophie a touché le collier de saphir qu'elle portait, le même que celui qu'elle avait porté au gala. Ce n'était plus un déguisement, c'était sa peau. « Non, » a-t-elle dit fermement. « Laisse-le finir le travail, j'ai une réunion. »« C'est ma fille, » a dit Pierre. Sophie a raccroché le téléphone, elle a attrapé sa tablette et s'est dirigée vers les doubles portes. Elle n'a pas regardé la chaise vide où Julien avait l'habitude de s'asseoir. Elle n'en avait pas besoin. Elle est entrée dans la salle de conférence et à son entrée, 12 hommes en costume cher se sont levés par respect. Elle s'est assise à la tête de la table. « Messieurs, » a dit Sophie Mercer, sa voix claire et résonnante d'autorité, « mettons-nous au travail. » Alors voilà, l'histoire se termine non pas sur un point final net, mais sur une continuation. Julien a eu ce qu'il méritait, d'une certaine manière, même si ce n'est pas la peine de prison qu'on aurait pu imaginer. Il est là, dans les Andes, à creuser sa propre réalité. Et moi, je suis là, à la tête de mon propre empire, un empire que j'ai co-créé, même si pendant des années on m'a fait croire le contraire. Est-ce que c'est une fin heureuse? Je ne sais pas. La vie n'est pas un conte de fées, n'est-ce que pas? Il y a des ombres persistantes, des doutes qui s'accrochent. La satisfaction de la justice est là,
mais aussi le souvenir de ce que j'ai perdu, de l'illusion que j'ai nourrie. On ne se remet jamais complètement de ce genre de trahison, on apprend juste à vivre avec, à grandir au-delà. J'ai retrouvé mon nom, mon pouvoir, ma dignité. Mais le chemin pour y arriver était jonché de débris, et ces débris, parfois, brillent encore d'une étrange lumière.